Le Mali célèbre la 12e édition de la Journée nationale de la courtoisie sur la route. Elle est couplée cette année aux activités commémoratives de la Journée internationale de la femme. Et justement, le thème retenu pour cette édition est Femmes actrices incontournables dans la lutte contre l'insécurité routière. De la pluie et non la moindre. En mois de mars, elle s'explique. Le phénomène est connu sous le nom de pluie de mangue. Nous en aurons davantage au cours des prochains jours. N'en soyez pas surpris et ça sera avec une alternance de chaleur et de fraîcheur qui peut affecter la santé. Diabaté Fatmata Sango, prévisionniste à Mali Météo, nous en dira plus au cours de ce journal. Troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023, le Mali gagne 2-0 face à la Gambie. Les Aigles terrassent les Scorpions et confortent leur position de leader du groupe G. Résumé en fin de journal. Bonsoir et bienvenue aux informations. Nous allons prendre la route ensemble tout en essayant d'être courtois. Cette qualité doit être cultivée et maintenue pour toute une vie. C'est en tout cas le souhait du ministère des Transports à travers l'ANASER. La célébration de la 12e édition de la Journée nationale de la courtoisie sur la route offre l'opportunité de rappeler aux usagers que la courtoisie peut changer le cours des vies en circulation. Cette année, l'activité est couplée aux activités commémoratives de la Journée internationale de la femme et justement le thème retenu pour cette édition est Femmes actrices incontournables dans la lutte contre l'insécurité routière. Nouhoum Sissoko, reportage. Face à l'accroissement des cas d'accidents sur nos routes provoqués par le mauvais comportement des usagers, le ministère des Transports et des Infrastructures à travers l'ANASER, Agence nationale de sécurité routière, mène sans cesse des campagnes d'information et de sensibilisation de la population. La célébration de la Journée nationale de la courtoisie sur la route s'inscrit dans cette dynamique. La 12e édition est couplée aux activités commémoratives de la Journée internationale de la femme, d'où le thème « Femmes, actrices incontournables dans la lutte contre l'insécurité routière ». Au regard du nombre d'accidents avec de pertes de vie humaines, 5% de femmes et de blessés graves, 25% de femmes, les femmes à travers mon département s'engagent à mener une lutte implacable contre ce mal du siècle. Le gouvernement, faut-il le souligner, a engagé une vaste campagne de promotion du port du casque pour contribuer à la réduction du taux de mortalité lié aux accidents de la route. L'implication des femmes dans la sensibilisation pour promouvoir la sécurité routière s'explique par leur rôle prépondérant dans l'éducation des enfants. 200 femmes du département des transports et des infrastructures, des cellules de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et des porteurs d'uniformes auront droit à une conférence débat sur la sécurité routière. Car la route est un espace d'usage commun où les enfants sont nombreux et où chaque usager doit circuler sur la portion de la voie qui lui est dévolue. Elle ne doit pas être un vecteur de blessures et de décès qui entraîne les chagrins et les deuils pour les familles. Cette cérémonie a aussi été marquée par la remise symbolique de casques au bénéfice des femmes, dont des porteuses de tenue. Aujourd'hui, 24 mars, c'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Que sait-on de la maladie? Elle est très meurtrière, mais oui, il y a un oui, elle est évitable et guérissable, d'où le slogan de cette édition, oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. Madame le ministre de la Santé rappelle aussi dans son message que les médicaments contre la tuberculose sont totalement gratuits au Mali. Barakissa Ouattara à Boukoné. La tuberculose au centre de toutes les préoccupations en vue de son éradication à l'horizon 2030. Les autorités sanitaires comptent d'ailleurs faire de l'année 2023 une année cruciale pour faire avancer le programme visant cet objectif. L'Organisation mondiale de la santé est désormais en passe de parvenir à une réduction de 35% de décès dus à la tuberculose. Je me réjouis néanmoins de savoir que tous les pays de l'Afrique, y compris le Mali, renforce l'adoption de nouveaux outils et orientations recommandées par l'OMS, ce qui se traduit non seulement par un décès précoce à la prévention et aux soins de la tuberculose, mais aussi de meilleurs résultats. Dans la région africaine, le recours aux tests de diagnostic rapide est passé de 34% en 2020 à 43% en 2021,
ce qui ne manquera pas d'améliorer la capacité des pays à détecter et à diagnostiquer les nouveaux cas de la maladie. Si la tuberculose demeure la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde, elle est aussi évitable et guérissable. Le Mali a enregistré en 2022 7897 cas de tuberculose, toutes formes confondues, sur près de 11 282 cas attendus, soit un taux de détection de 70%. 560 cas de co-infection tuberculose VIH. 82 cas de succès au traitement pour 90% attendus, 6% de taux de perte de vie et 8% de décès. La majorité des cas de tuberculose sont survenus dans la tranche d'âge active des jeunes adultes de 25 à 44 ans, soit 1044 cas. Le thème de cette année, « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose », traduit un message d'espoir selon lequel il est possible d'inverser la tendance. Fin ce jeudi à Bamako du séminaire international de haut niveau sur le dialogue interculturel et interreligieux. Quelle stratégie pour une paix durable au Sahel? On en sait plus avec Abdul Karim Kaba. Mettre la culture au centre de la résolution des conflits, renforcer le dialogue interculturel et interreligieux dans le strict respect des principes généraux de justice et de l'état de droit, prendre en compte la diversité des États sahéliens et adapter la recherche des solutions selon les États, telles sont autant de recommandations formulées au sortir du séminaire de haut niveau sur le dialogue interculturel et interreligieux. En outre, il a permis de mettre en exergue les mécanismes coutumiers et alternatifs comme un outil de prévention et de résolution des conflits. Il y a certes eu des blessures qui ont entamé le tissu social, mais il faut aussi admettre que le pardon demeure une valeur cardinale de notre société. Je puis vous assurer que nous ne ménagerons aucun effort afin que le dialogue interreligieux et interreligieux devienne pérenne. J'étais curieux d'apprendre les résultats des réflexions des derniers 3 jours. Premièrement, parce que l'interculturalité et les dialogues interreligieux sont impératifs pour trouver une solution de paix durable au Mali. Deuxièmement, parce que je pense que nous avons aussi à apprendre des idées maliennes là-dessus et inversement. Cette école, il faut le dire, est une institution profondément africaine. Le Sahel regorge d'énormes potentialités, d'où cet appel. Défaut de nous conduire vers un syncrétisme, toutes ces références qui nous parlent directement ou à travers nos frères et nos sœurs nous invitent à renforcer le langage de l'amour, de la tolérance et de la paix. Nos cultures et cultes, surtout parce qu'ils sont différents, sont des vecteurs de consolidation des liens de notre humanité. Par conséquent, nous devons puiser dans les tréfonds de ce qui nous identifie individuellement et collectivement pour renforcer ce vivre ensemble. Signalons que depuis février 2021, l'école de maintien de la paix à l'Unblondembe de Bamako a organisé plus de 5 sessions en rapport avec la paix et la stabilité au Sahel en général et au Mali en particulier. Transformer le curriculum dès aujourd'hui pour construire l'éducation de demain. Des cadres du ministère de l'Éducation nationale et des experts venus d'autres pays réfléchissent là-dessus. Ibrahim Kaou Konaté et Abdraman Keïta pour plus d'explications. Cet atelier est initié par le Bureau international d'éducation de l'UNESCO. Il a pour objectif de renforcer les capacités des spécialistes et responsables du département de l'éducation pour leur autonomisation dans le domaine de l'approche curriculaire. Le Bureau international de l'éducation est venu donc pour accompagner donc le ministère de l'Éducation à travers donc de formations de qualité pour renforcer donc les efforts du gouvernement afin de faire en fait que l'éducation du Mali, non seulement que ce soit une éducation pertinente, mais aussi que ce soit vraiment résiliente et répondre vraiment aux besoins et aux défis que le système éducatif au Mali traverse. Pour le cas qui nous concerne ici, on s'est focalisé maintenant sur les cadres professionnels au sein du ministère. L'UNESCO accompagne le ministère de l'Éducation dans le cadre de la refondation de notre système éducatif à travers la mise
en œuvre du programme décennal de développement de l'éducation et de la formation. Que cet atelier de renforcement des compétences des cadres et responsables du département de l'éducation nationale en matière curriculaire répond bien aux besoins de notre système éducatif. C'est pourquoi j'apprécie et je salue la présente initiative qui contribue à renforcer les capacités de 32 de nos cadres en matière curriculaire. Elle nous permettra de répondre ainsi au rendez-vous de la transformation de l'éducation. Au terme de cet atelier de 5 jours, les experts et les participants vont se pencher sur l'amélioration de notre système éducatif. La primature outille les chargés de mission aux mécanismes, méthodes et règles du travail gouvernemental et de l'administration publique. Plus de détails avec Aoulou Seyni Touré. Pour mieux comprendre l'organisation et le fonctionnement du cabinet du Premier ministre, les auditeurs devraient maîtriser en particulier les règles et procédures du travail gouvernemental, la présentation des canevas de production des notes techniques et autres documents administratifs, l'éthique et la déontologie de l'agent public. Les connaissances ainsi acquises devraient être mises en pratique. À l'issue des 5 jours d'échange, les participants ont été outillés pour exécuter au mieux leurs tâches. En effet, il s'est agi spécifiquement de faire connaître aux nouveaux membres du cabinet du Premier ministre l'organisation et le fonctionnement du dit cabinet, de former les participants sur les procédures et les supports de travail, de rappeler les règles d'éthique et de déontologie de l'agent public, de partager la vision dynamique de collaboration et de solidarité entre les membres du cabinet du Premier ministre. Je voudrais vous féliciter pour la qualité des débats et la pertinence des observations et des recommandations formulées. L'initiative a été bien appréciée par les principaux intéressés qui s'engagent à appliquer les dites dispositions. Moi, de A à Z, c'est un séminaire à saluer. Parce que si je ne m'abuse pas, je crois que c'est la première. Je suis là, et pas moins de 10 ans je suis là. Et je crois que c'est la première. Raison pour laquelle je dis que c'est sans commentaire. On nous a appris d'abord à connaître le cabinet du Premier ministre, son fonctionnement, le rôle des différentes cellules, les liens entre les cellules et la direction, la gestion au niveau du secrétariat général du gouvernement. On nous a appris également à connaître les règles de déontologie et d'éthique de l'agent public. On nous a appris le rôle du cabinet de défense au niveau du cabinet du Premier ministre. Et également comment tenir les notes techniques qui permettent au Premier ministre de se faire une opinion sur tous les problèmes qui viennent à la primature. Les questions-réponses ont permis aux participants de mieux appréhender les pratiques et attitudes requises. De la pluie et non la moindre en mois de mars sur Bamako et environ, elle s'explique. Le phénomène est connu sous le nom de pluie de mangue. Nous en aurons davantage au cours des prochains jours. N'en soyez pas surpris et ça sera avec une alternance de chaleur et de fraîcheur qui peut affecter la santé. Diabaté Fatmata Sango, prévisionniste à Mali Météo, nous édifie plus au micro de Bemba Sibi. De façon globale, sur l'ensemble de notre territoire, nous nous trouvons actuellement dans la période sèche qui commence depuis fin février jusqu'au mois de mai. Et la pluie que nous avons observée aujourd'hui, hier, ce matin à Bamako, ce n'est pas la première sur le pays. Les premières pluies pendant cette période sont tombées dans la région de Sigasso et Ségou, et ça depuis 2 semaines. Donc c'est les pluies qu'on appelle communément les pluies de mangue. Et ça aussi, ça fait partie des caractéristiques de cette période sèche de notre pays. La prévision météorologique indique qu'à partir de cette date jusqu'au mois de mai, n'oubliez pas que les températures pourront augmenter jusqu'à 44 degrés, mais aussi par moment nous pouvons recevoir de la pluie. La semaine prochaine, la météo prévoit encore de la pluie sur le district de Bamako, les régions comme Sigasso, Ségou et Mopti. Donc, il fera beau temps par moment, mais dans les régions nord, par exemple, de notre pays, n'oubliez pas, les températures pourront augmenter jusqu'à 44 degrés. Les conseils que la météo pourrait donner
à la population malienne. Il est important d'écouter les informations météorologiques et aussi en cas d'orage, parce qu'actuellement les orages sont vraiment des orages qui ont beaucoup d'énergie, donc de faire attention en sortant, parce que ces orages peuvent, pendant la précipitation, la visibilité sera considérablement réduite, donc de faire attention et de prendre toutes les précautions nécessaires pour sauver leur propre vie et leurs biens. Aïssata Diawara nous en dira plus dans la page météo après ce journal. De l'aide aux personnes vulnérables pendant le mois de Ramadan dans la région de Ségou, Mopti, Badjangara et le district de Bamako. L'ONG Secours Islamique France présente au rendez-vous. Cette année, plus de 12 000 personnes vulnérables sont concernées pour un coût de financement de plus de 160 millions de francs CFA. Boubacar Babli Touré, compte rendu. Le mois béni de Ramadan, moment d'invocation, de prière et surtout de partage pour les fidèles musulmans. Une tradition que l'ONG Secours Islamique France SIF respecte chaque année dans le cadre de son projet saisonnier ou encore Opération Ramadan. Une opération qui vise à aider des personnes vulnérables pendant le mois de Ramadan, considéré comme une période de grande consommation. Cette opération concerne 12 023 personnes, dont 8 000 talibés, et 4 023 personnes déplacées internes dans les régions de Ségou, Mopti, Banyangara et le district de Bamako. L'opération Ramadan est une initiative d'assistance alimentaire du CIF qui contribue à améliorer l'accessibilité alimentaire des bénéficiaires pendant les mois saints des Ramadans. Je souhaite ardemment que cette tradition se pérennise, que les cibles se multiplient. C'est ça mon souhait le plus ardent. Que ce ne soit pas seulement les talibés, que ce ne soit pas seulement les PDI, je le reconnais, qui sont en urgence humanitaire, mais que d'autres cibles soient associées à ces interventions aussi. Financé à plus de 160 millions de francs CFA, il s'agit à travers ce projet de fournir des tickets aux bénéficiaires qui, à leur tour, échangeront ces tickets contre des produits alimentaires auprès des boutiques partenaires de SIF. Les autorités s'engagent à vous apporter tout soutien au support susceptible de rendre plus efficaces vos interventions et les encadrer de façon à prendre en compte nos réalités. Ce projet saisonnier de l'ONG Secours Islamique France a été initié au Mali pour la première fois en 2013. Ségou a désormais son siège du conseil régional du patronat flambant neuf. La cérémonie d'inauguration avec Fousseini Samaki. Ce joyeux architectural qui servira de siège pour le conseil régional du patronat de Ségou est de type rez-de-chaussée plus 1. Il comprend 8 bureaux, une salle d'accueil, une salle de conférence, une cuisine, un magasin. Ce siège permettra au conseil régional du patronat de Ségou de renforcer sa mission de développement de l'esprit d'entreprise et le dialogue social constructif dans un cadre plus approprié. Je saisis cette occasion pour adresser mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président du CNPM, aux partenaires traditionnels du CNPM, aux syndicats des travailleurs et à l'ensemble des invités. En offrant un environnement de travail plus agréable au personnel et aux usagers, ce siège permettra sans aucun doute d'accroître les performances et la qualité des prestations rendues au groupement professionnel de la région de Ségou. Aussi voudrais-je profiter de l'occasion qui m'est ainsi offerte pour inviter tous les collaborateurs à prendre bien soin de ce précieux outil. En présidant la cérémonie d'inauguration de ce siège situé au village Khan de Ségou, les autorités régionales ont salué cette réalisation qui aura son impact dans la promotion du développement régional. En effet, cette acquisition du Conseil national du patronat du Mali au profit du Conseil régional du patronat de Ségou illustre à suffisance le bon fonctionnement de votre structure et son impact dans le cadre de la promotion du développement régional, voire national. On prit part à cette inauguration les représentants de différentes structures partenaires du Conseil national du patronat. Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Il ressort que le programme annuel de 2022 a été exécuté dans un contexte très difficile avec la crise sanitaire et sécuritaire. Abdul Karim Kaba nous en parle.
L'embargo économique et financier, le gel des avoirs du Mali au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que la fermeture de frontières terrestres et maritimes avec les pays de la CEDEAO ont suffisamment impacté le secteur privé. C'est pourquoi cette session est particulière, car elle fait l'état des lieux d'exécution des programmes. L'Assemblée consulaire se penchera également sur la programmation des activités. À l'ouverture, l'occasion est saisie par le président intérimaire pour saluer les autorités de la transition dans leur démarche. Nous remercions les autorités de la transition, notamment le colonel Assimi Goïta, pour les efforts déployés dans le cadre du développement du pays. Cette session, au-delà de faire l'état de lieu d'exécution, elle sera un cadre pour évoquer nos programmes afin d'envisager les voies et moyens pour le développement du secteur privé. Cette tribune a permis au ministre d'appeler les opérateurs économiques face à leurs responsabilités. Il s'agit de veiller à l'approvisionnement correct des marchés et à moindre coût. Je vous invite à œuvrer inlassablement afin que nos populations ne manquent de rien en termes de denrées, de produits de première nécessité, de grande consommation à Bamako, mais aussi à l'intérieur du pays. Je vous exhorte à éviter toute forme de surenchère. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour soulager les populations à passer cette période en évitant des tensions et des spéculations au niveau des prix. Selon le secrétariat général de la CICIM, la mise en œuvre des indicateurs d'activité est très satisfaisante avec un taux d'exécution de 79,41%, dépassant le taux de performance de 75% de la gestion axée sur les résultats. 11e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo. Concernant l'exercice 2023, le budget est en baisse et est estimé à 667 millions de francs CFA. Le ministre de la Justice a présidé la cérémonie, nous dit Jules Sambo-Sissoko. La 11e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo, a révélé que l'Institut a atteint des résultats très appréciables au titre de l'exercice 2022, malgré les restrictions budgétaires. Cette année, d'ailleurs, nous souhaitons procéder à la traduction de certains de nos codes, tels que le code de procédure pénale, le code des personnes et de la famille. Nous allons les traduire en langue bamana et également essayer de les disséminer auprès de nos populations, afin que cette maxime « nul n'est censé ignorer la loi » soit une réalité. En termes de formation, plus de 200 personnes ont été formées dans différents domaines et concernant les différentes corporations avec l'accompagnement de l'Institut des Nations Unies pour la formation et recherche UNITAR et l'Union européenne. Il s'agira d'approfondir les connaissances des acteurs de la justice sur certaines préoccupations majeures des justiciables, telles que le foncier, les matières spécifiques se rapportant à l'économie, aux finances, à la fiscalité et à la comptabilité, mais aussi et surtout sur toutes les questions liées à la cybercriminalité, au blanchiment des capitaux, à la lutte contre la drogue et le terrorisme, ainsi que les autres formes de criminalité transnationale organisée. La complexité des infractions liées à ce phénomène nous y oblige. Le projet de budget pour l'année 2023 de l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo, il est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 677 214 000 francs CFA contre 785 924 000 francs CFA en 2022, soit un taux global de diminution de 16,05%. Pour obtenir des résultats encore meilleurs que ceux de 2022, le ministre garde des Sceaux a insisté sur un triple objectif, à savoir l'efficacité, l'efficience et l'économie. Rencontre du comité de suivi des structures concernées par le fonds auto-renouvelable pour l'emploi, c'était sous la présidence du ministre en charge de l'entrepreneuriat national, Bakary Doumbia. Retrouvons Jules Sambo-Sissoko. La première rencontre du comité de suivi du fonds auto-renouvelable pour l'emploi phare fait suite à la clôture en juin 2022 du programme de développement des compétences et l'emploi des jeunes PROCEJ, dont le reliquat de fonds est estimé à 702 millions de francs CFA, logés à la BMS SA. Le fonds a été créé pour venir en aide aux entrepreneurs ou aux jeunes
qui n'ont pas accès au système financier classique. Ce fonds récent, une partie du fonds a été rétrocédée à la Banque mondiale, que les gens ont progressivement remboursé, c'est environ à 702 millions, dont le ministère a signé une convention avec les phares pour utiliser toujours ce fonds restant dans le financement des projets, conformément à l'accord de financement entre la Banque mondiale et l'État du Mali. Cette initiative devra permettre la création d'auto-emploi et par-delà des emplois rémunérés, selon les responsables du département de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Cette démarche du département répond aux instructions des plus hautes autorités du pays, le président de la transition ASMI, le colonel Assimi Goïta et le premier ministre, Dr Choguel Kokala Maria, qui ont placé la problématique de l'emploi des jeunes au cœur de leurs préoccupations. La BMS-SA a déjà pris les dispositions utiles pour financer les projets éligibles des jeunes du Mali, selon la représentante de la banque à cette rencontre. 25e session du conseil d'administration du CICB, Fousseini Tounkara nous en parle. 6 mois après la dernière session, les administrateurs du CICB se retrouvent. Ils sont invités à évaluer ce qui a pu être fait par la direction du centre de septembre 2022 à maintenant. Le CICB a tenu bon grâce aux événements qu'il a pu abriter dans ces situations contraignantes. Les salaires du personnel ne souffrent aujourd'hui d'aucun retard et les défis liés à la sécurisation, au fonctionnement et à la préservation de l'édifice ont été relevés. Nous ne pouvons que féliciter encore une fois la direction générale et toutes les équipes pour leurs efforts, même s'il reste encore du travail à faire. Au cours de cette session, il a été aussi question du budget de l'année en cours. Il est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 2,204 999 500 francs CFA, soit une réduction de 22,73% par rapport à l'exercice écoulé. Cette situation a été occasionnée par les effets de l'embargo qu'a subi le pays pendant le premier semestre 2022. L'année 2023 se présente comme une année charnière pour le CICB, compte tenu des échéances électorales à venir. Pour relever ces défis, la présidente de la séance a exhorté la direction du CICB à maintenir la même dynamique. Rendre le programme de gouvernance locale redevable encore plus efficace, les acteurs impliqués dans la gestion du projet s'y attellent en proposant de nouvelles orientations. Elle se tient à la faveur de la première réunion du Conseil consultatif national de la deuxième phase du programme. Aridjou Matina nous rappelle que le programme consiste à accompagner les jeunes à travers des actions de citoyenneté. Reportage. S'inscrivant dans un contexte de crise sécuritaire, humanitaire et sociale, le programme de gouvernance locale Redevable Plus est mis en œuvre par un consortium de 4 ONG néerlandaises. Il œuvre à renforcer le contrat social entre les autorités locales et la population, en même temps consolider la force des relations et le sentiment de solidarité entre les jeunes leaders qui viennent des différentes communautés. Notre consortium estime que le renforcement d'une gouvernance inclusive dans les zones d'intervention du programme et au-delà contribue à redynamiser les bases du développement. Cette réunion réaffirme la collaboration entre les différentes parties prenantes, qu'elle soit l'occasion d'échanger. Le programme se focalise sur la participation inclusive et efficace des jeunes dans les mécanismes de gouvernance locale, une démarche citoyenne d'épanouissement de la jeunesse qui motive l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. On estime que la majorité de la population malienne est jeune. Cela représente d'immenses opportunités, mais aussi de véritables défis. Et c'est pour cette raison que les Pays-Bas ont placé les jeunes au cœur de toutes les politiques de développement. Cette première réunion du comité consultatif national du projet phase 2 permettra aux principaux acteurs de consolider les acquis de la première phase et susciter davantage l'implication des jeunes à travers des actions de citoyenneté pour le développement de leur communauté. L'évaluation de la première phase du programme a permis de relever des résultats probants
et un impact positif sur la participation des jeunes à la gouvernance locale, à la redevabilité sociale et sur la citoyenneté. Fort de ces constats et appréciant hautement l'impact de ce projet, le département a souscrit à cette deuxième phase du programme. Le programme de gouvernance locale Redevable Plus intervient dans 240 communes dans les régions de Ségou, Tombouctou, Mopti et Gao. Les élus communaux de la mairie du district de Bamako passent en revue les travaux de la première session de l'année 2023. Boubacar Kanouté pour plus de détails. 5 points sont à l'ordre du jour pour cette première session ordinaire du Conseil du district de Bamako de l'an 2023. Les élus se pencheront sur les différentes activités menées au cours de l'année écoulée et de jeter les jalons de la nouvelle année. Malgré les contextes difficiles, la mairie elle a su maintenir, déclare le maire du district, grâce à un accompagnement des autorités et les partenaires de la mairie. Au cours de cette session, les points ci-après seront soumis à votre appréciation. Il s'agira de la lecture et de l'adoption du procès-verbal de la 4e session de 2022, la dernière session, de l'examen et de l'adoption du compte administratif 2022, de la présentation des rapports d'activité et des services 2022, la présentation des comptes rendus des missions effectuées en 2022. Beaucoup d'efforts ont été entrepris par les autorités pour soulager les caisses de la mairie des effets de ces fluctuations économiques. Ainsi, au 31 décembre 2022, les recettes ont été réalisées à hauteur de 48 milliards 312 millions 244 009 francs CFA, soit 62,90%. Cette session, elle se passe au moment où les réformes portant sur le statut particulier de la ville de Bamako ont été adoptées par le Conseil national de la transition CNT. Le maire du district confie les élus à une meilleure appropriation de cet outil. Désormais, la collectivité territoriale du district de Bamako est composée d'arrondissements dotés du statut juridique de la délégation de Bamako. Je vous invite à les approprier et d'en faire un meilleur usage. Une place de choix sera accordée cette année au volet assainissement dans l'optique de donner à la ville de Bamako sa renommée ville coquette. Environ 1 milliard de francs CFA, c'est le budget prévisionnel de l'Office de développement rural de Séléngué. L'Office tient la 28e session de son conseil d'administration. Ba Traoré et Mahamadou Sidibé ont suivi à Séléngué l'ouverture des travaux. Au sortir de la campagne agricole 2022, les administrateurs de l'ODRS, l'Office de développement rural de Séléngué, font 2 constats majeurs. Le premier, c'est la perte des superficies exploitables à certains endroits due aux inondations. Le deuxième constat est l'accès difficile aux intrants et engrais pour les exploitants agricoles. Ces 2 facteurs font partie des causes de la baisse de production en 2022. C'est ainsi que l'ODRS a eu une production céréalière de 68 100 tonnes en 2022 contre 73 400 tonnes en 2021, soit une baisse de 7,35%. S'agissant du riz, sa production est estimée à 26 800 tonnes en 2022 contre 28 500 tonnes en 2021, soit une baisse de 6,06%. Pour inverser cette tendance en 2023, l'Office compte sur un budget prévisionnel de plus d'1 milliard de francs CFA et envisage de mener plusieurs activités. Bon, d'abord, la production agricole, elle est notre credo, parce qu'on a 2 périmètres aménagés. Le premier qui est de Séléngué, c'est 1130 hectares que nous exploitons avec près de 2000 exploitants. Et nous avons Manicoura aussi, où on a 1094 hectares de périmètre aménagé à maîtrise totale de l'eau, sur lesquels également nous produisons. Ensuite, au niveau de la production de poissons, nous avons aussi des missions par rapport à ça. D'ici 2 ans, quand même, je suis convaincu que Séléngué sera cité parmi les zones de grande production. Le secteur développement rural bénéficie d'une attention particulière des plus hautes autorités de la transition, qui ambitionne de faire du secteur agricole le moteur de développement économique du pays. Conformément à cette volonté politique affichée, l'ODRS prévoit pour la campagne agricole 2023 une production de 86 309 tonnes de céréales, soit une augmentation de 26,89% par rapport à la campagne agricole 2022.
L'ODRS est un établissement public à caractère administratif disposant d'un potentiel de 55 000 hectares. Il participe au développement socio-économique en satisfaisant les besoins alimentaires et nutritionnels de la population. Le projet Demain Ensemble vient de prendre fin, exécuté pendant 22 mois dans les communes de Kidal, Issouk et Anifis par l'ONG Search for Common Ground. Les responsables du projet et leurs partenaires échangent à Bamako sur la capitalisation des acquis du projet. Retrouvons le reportage de Batraoui. L'ONG Search for Common Ground, c'est-à-dire à la recherche d'un terrain d'entente, a lancé il y a 22 mois son projet Demain Ensemble, un programme qui avait pour objectif de contribuer à la stabilisation des 3 communes, à savoir Kidal, Issouk et Anefis. Le programme, qui est exécuté grâce au soutien financier de l'Union européenne, a donné des résultats satisfaisants. Le projet a permis déjà dans un premier temps de faire un rapprochement entre les BATFAR et les populations. Il a aussi permis, à travers donc des activités conjointes qui ont été menées sur le terrain, de renforcer le rapprochement et la collaboration entre les autorités et les communautés. Ce que je tiens à rappeler, c'est que l'Union européenne reste un partenaire engagé au service des populations. Et donc ces échanges-là sont essentiels pour pouvoir donc mieux comprendre, mieux penser ce que nous allons faire. Aujourd'hui, au sein des communautés des 3 communes, les acquis du projet sont palpables et méritent d'être capitalisés. J'invite les uns et les autres de penser à toute synergie et de façon objective aux différentes stratégies et actions à développer pour l'atteinte de notre idéal commun qui consiste à contribuer à la stabilisation du cercle de Kidal afin de nous permettre de comprendre la dynamique des conflits qui ont secoué la région de Kidal depuis 11 ans. Les échanges de 2 jours devront permettre aux responsables de l'ONG Search for Common Ground et leurs partenaires d'approuver les meilleures voies de pérennisation du projet Demain Ensemble. À Caille se tient le forum régional sur le suivi des engagements en faveur de la nutrition. Retrouvons la correspondance de Moriba Keïta. Initié par ACF, Action contre la faim, ce forum permettra aux participants de partager leurs expériences et des engagements seront pris par les décideurs locaux et les représentants des communautés afin d'assurer la performance en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle sensible au genre. Votre engagement pour la prise en compte de la nutrition sensible au genre dans les PDSEC nous permettra d'anticiper les conséquences futures et agir pour minimiser les risques éventuels. Nous sommes là pour aussi avoir l'expérience de CAI. Je souhaite que le partenaire ACF, que nous saluons les efforts, puisse aussi faciliter un autre forum qui va s'appeler le Forum de Gao, qui verra la participation de certaines communes clés qui ont une grande expérience de la mobilisation de leur diaspora, c'est-à-dire qui aujourd'hui sont viables. Pour le directeur de cabinet du gouverneur, la malnutrition est un problème majeur de santé publique au Mali. Ce forum nous offre toute l'occasion de discuter du renforcement de la localisation et de la redevabilité mutuelle des acteurs à travers un meilleur leadership et implication de la société civile pour une gouvernance nationale et locale assurant une sécurité alimentaire et nutritionnelle performante, l'égalité du genre et la protection. Il permettra aussi d'adopter des recommandations prenant en compte l'état des lieux. Au Mali, les résultats de l'étude sur le coût de la faim indiquent que la malnutrition coûte environ 265 milliards de francs CFA, soit 4,6% de son produit intérieur brut à l'État malien. La solidarité pendant ce mois de Ramadan prônée et voulue par nos autorités de la transition. Et voilà un de nos concitoyens du nom de Adama Dessé Koulibaly qui offre 3 châteaux d'eau à 3 groupes scolaires de 100 et 3 motos tricycles à des personnes handicapées, le tout pour un montant global de près de 20 millions de francs CFA. De 100 suivant la correspondance d'Idrissa Kodé. 3 rubans coupés, 3 châteaux d'eau gratuitement offerts à 3 groupes scolaires de la ville de San, à savoir École Santoro, Groupe ATT et l'école Bagoudjoni. Au total,
Plus de 5200 élèves et enseignants ont enfin de l'eau potable de façon pérenne. Pendant la même cérémonie, 3 personnes handicapées, dont une mère de famille, sont bénéficiaires de mototricycles. Dans ces 3 écoles, il y avait cumul de factures d'eau. Mais au moment où les élèves étaient prêts à se manifester pour sortir et aller dans la rue, et Adama est venu et il nous a sauvés et les cours ont continué normalement. J'étais dans un vélo tricycle. Maintenant que j'ai une moto, mes déplacements seront faciles. Ces actions qui ont coûté près de 20 millions de francs CFA aux donateurs visent à emboîter le pas au président de la transition dans sa quête de pallier la souffrance des nécessités. Je ne l'ai pas fait pour me glorifier, c'est juste pour le bonheur et le développement de la ville de San. Ma porte reste ouverte à tous. Je ferai de mon mieux quand il s'agit du bien-être des populations. La cérémonie de ce matin consacre indiscutablement l'une des volontés du donateur pour amoindrir la souffrance des populations de sang. L'eau, source de vie, de développement et l'affirmation de la personne humaine. Au dire du donateur, des chantiers de réalisation des châteaux d'eau seront bientôt ouverts dans d'autres groupes scolaires. En marge de la cérémonie, Adama Dessé Koulibaly a remis un moulin d'une valeur de près d'1 million de francs CFA à Youssouf Berti, un sexagénaire cultivateur de son état. Le Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM FASECO, se prépare pour les futures échéances électorales. Une rencontre avec les militants de Mopti a permis au président d'expliquer la vision du parti, sa position par rapport au scrutin référendaire, nous dit Aminata Touré. Des militants et sympathisants venus des cercles des régions du Bandiangara, Douanzan et Mopti sont présents à cette rentrée politique du Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM FASECO. Une rentrée qui vise à redynamiser le parti FASECO à travers ses différentes localités. Tous les délégués qui ont été conviés se sont rendus ici pour parler avec nous et on a profité pour les remercier. Depuis après les élections présidentielles 2018, le président n'était pas arrivé dans la région de Mopti. Donc on ne pouvait pas être là sans s'enquérir de la santé du parti à Mopti. Ils ont donné leur doléance au parti. Nous avons pris note par rapport à ça et nous verrons ce que nous allons faire cette année. Il a aussi été question de la vue du parti, des préoccupations des militants à la base, la nouvelle constitution et l'organisation des élections générales. Donc à temps voulu, nos décisions seront partagées largement d'abord par le Bureau national et leurs représentants, les démembrements dans toutes les régions du Mali. Et les consignes seront données. Le président du PRVM FASECO a enfin invité les militants et sympathisants à resserrer les rangs et à rester mobilisés derrière les mots d'ordre du parti. C'est là en vue d'une plus grande représentativité du parti à travers le pays. Le président du parti Arema rencontre les chefs de village, de quartier et de fraction de la région de Bougouni. On en sait plus avec Jafar Aïdara et Djibril Barayogo. C'est dans le vestibule Meriba Diakité de Bougouni que le président du parti Arema a rencontré les légitimités traditionnelles. Cette rencontre est la suite du lancement du parti Arema en janvier 2023 dans la capitale du Bani Mounouti. L'objectif de la présente rencontre est d'échanger avec les chefs de village, quartiers et fractions pour soutenir la transition à atteindre ces objectifs. L'objectif de cette grande assemblée, c'est de manifester leur engagement et leur soutien total à la transition au colonel Assimi Goïta à travers l'Alliance pour la refondation du Mali, qui aujourd'hui, à leurs yeux, ils l'ont dit, c'est vraiment l'appareil politique qui incarne les nouvelles valeurs du Mali nouveau et qui soutient vraiment la dynamique portée par le colonel Assimi Goïta et ses compagnons. Au cours de cette rencontre, le président du parti Arema a fait un aperçu sur la nouvelle constitution du Mali, un nouveau document dans lequel est redonné aux légitimités traditionnelles le plein pouvoir et le respect de la souveraineté. Tour à tour, les chefs du village, quartier et fractions venus pour la circonstance se sont exprimés sans complaisance tout en témoignant leur accompagnement et soutien indéfectible aux autorités de la transition. Nous sommes là pour l'Arema. Nous sommes résolus à ce que l'Arema triomphe. Ça, c'est notre pleine profonde aspiration.
Aujourd'hui, 24 mars 2023, le point Covid se présente comme suit. Sur 109 tests réalisés, 5 cas positifs, 0 guéris et 0 décès. Plongeons ensemble dans l'univers des forces armées maliennes à travers des photographies. Depuis le 17 mars dernier, une exposition photo se déroule au Musée national sur initiative de la DIRPA et du Musée des armées. L'expo annuelle permet aux citoyens de connaître et de se rappeler les efforts posés par les forces de défense et de sécurité depuis plusieurs décennies. Voyons avec Aridjouma Tina la visite d'un invité de marque sur place en la personne du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. Reportage. Le chef d'état-major général des armées au musée national pour magnifier l'exposition photo des femmes. L'armée malienne qui a évolué dans le temps et dans l'espace s'est toujours battue pour l'intégrité du territoire et la défense des personnes et de leurs biens. Au regard de ses missions citoyennes, il est souvent important de jeter un regard rétrospectif pour s'imprégner du passé glorieux de notre vaillante armée. C'est vraiment inspirateur et ça nous encourage davantage pour dire que ceux qui ont créé cette armée-là, ceux qui ont construit cette armée-là, ont fait un travail remarquable. Et nous qui avons la responsabilité aujourd'hui de conduire cette armée aujourd'hui, nous ne devons pas décevoir. Nous devons travailler dur pour transmettre cette armée-là aux générations futures. Je pense que c'est une très bonne occasion pour les populations de venir voir, de venir connaître vraiment l'histoire de l'armée malienne, qui n'est pas dissociée de l'histoire de la nation. La visite du CIEMGA au musée a aussi coïncidé avec la présence des étudiants de l'université de Kabbalah, venus en nombre pour découvrir quelques pans de l'histoire de l'armée malienne. Nous sommes là donc, pour voir la constitution de l'armée du Mali de 1960 à nos jours et également voir les différentes activités que notre armée a réalisées, les activités de bravoure et les activités civilo-militaires, les activités de l'action sociale. Et également, ça nous a permis de comprendre que depuis les premières ères de notre armée, donc, il y a la participation féminine. Occasion pour le général de division d'encourager les étudiants pour de telles activités, avant de leur faire savoir que leur outil de défense est une armée professionnelle et qui a toujours respecté les droits de l'homme. Et j'espère que ça continue au musée. Alors, Abdoulaye Sako vient de me rejoindre sur ce plateau pour la lecture d'un communiqué de l'état-major général des armées. Abdoulaye Sako, bonsoir et c'est à vous. Bonsoir Niania, bonsoir fidèles téléspectateurs de ORTM 1. L'état-major général des armées informe l'opinion que depuis son dernier communiqué en date du 12 mars 2023 et au regard des modes d'action terroristes consistant à divertir les FAMA dans les régions sud et visant les cibles molles ou vulnérables couplées à de multiples mouvements de groupuscules terroristes, les FAMA ont mis l'accent sur la recherche de renseignements et mené 4 opérations aéroportées sur les localités de Djakouri, secteur de Dininkou, Tina, Kola et Goumel, secteur de Djondjuri, Capio, secteur de Sévaré et Ouankoro, secteur de Bankas. 9 missions de reconnaissance offensive dans les localités de Gourmararous, secteur de Gossi, Fabakoro, Ndila, secteur de Nyono, Tina, Kola, Goumel, secteur de Djondjuri, Bogola, Boudio, secteur de Badangara, Dogofiri et Sinko Rangabe, secteur de Djabali, dans le secteur de Boni. 5 frappes aériennes d'avions de chasse, d'hélicoptères et de drones, ainsi que des surveillances de drones dans plusieurs secteurs. Le bilan cumulé de ces actions se résume comme suit. Un sanctuaire terroriste détruit dans le secteur de Boni, 16 terroristes neutralisés dans le secteur de Boni et différentes zones, 10 suspects interpellés dans les secteurs de Tinakola et Goumel, 13 AK-47 récupérés, des chargeurs, une importante quantité de munitions, des matériels de fabrication, des engins explosifs improvisés, des moyens de communication et divers matériels. 9 motos détruites, un engin explosif neutralisé. Les dividendes au profit des populations se résument comme suit. Plus de 20 sacs
de 100 kg de maïs ont été récupérés aux mains des terroristes dans la localité de Djakouri, secteur de Teninkou, et plus d'une centaine de bœufs récupérés dans la localité de Kapio, région de Sévaré. Dans les secteurs de Menaka, Ansongo, Badangara et Bankas, les patrouilles des FAMA continuent de rassurer les populations et leur permettent de vaquer à leur occupation quotidienne. Plus de 150 camions civils escortés sur l'axe Gao-Labezanga-Gao, le ravitaillement de la localité de Farabuku avec 137 tonnes de vivres acheminés par les FAMA, suivi d'évacuation sanitaire de malades et d'accompagnement d'une vingtaine de personnes pour le retour volontaire au village. La conduite d'actions civilo-militaires au profit de la population d'Acharan avec des donations en vivres, sucre et huile. Aussi, sur la base de renseignements bien précis, des missions de reconnaissance offensive appuyées par l'aviation ont été lancées contre des groupes armés terroristes dans les secteurs de Badangara, Indeliman et Tessit, combinant manœuvres terrestres, frappes aériennes et opérations aéroportées. Ces reconnaissances offensives ont permis de surprendre les groupes armés terroristes et de leur infliger de grandes pertes tant humaines que matérielles. Le bilan cumulé des 3 reconnaissances offensives fait état du secteur d'Indeliman, 58 terroristes neutralisés, 3 sanctuaires détruits, un pick-up et une trentaine de motos également détruits. Secteur de Badangara, 22 terroristes neutralisés, 2 PKM, 7 AK-47, un lance-roquette de type RPG-22, plusieurs chargeurs d'AK-47, 5 détonateurs électriques, 2 capteurs de pression, 2 cordons détonants avec 2 détonateurs, 6 radios, talkie-walkie et des objets divers. Secteur de Tessit, 2 motocyclistes neutralisés, un secteur détruit, 3 pick-up, un Kia et 2 motos ont été également détruits. Ces actions des FAMA ont désorganisé les groupes armés terroristes et contribué à la reddition de plusieurs combattants terroristes dans plusieurs secteurs. L'état-major général des armées porte à la connaissance des populations que les actions de recherche et de destruction des groupes armés terroristes et leurs sanctuaires se poursuivront au quotidien. Il magnifie la bonne collaboration des populations avec les FAMA sur toute l'étendue du territoire national en vue de débusquer et neutraliser les groupes armés terroristes et leurs complices. L'état-major général des armées présente ses condoléances les plus attristées aux familles des frères d'armes des 5 militaires morts au combat à Sumpi et entre Nara et Mouroudia et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Voilà, Nyanya Loul Traoré, le contenu du communiqué de l'état-major général des armées. Merci Abdoulaye Sakou. Nous allons continuer ce journal avec du sport. Revenons sur la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Aigles du Mali ont battu ce soir les Scorpions de la Gambie 2-0. Le Mali conforte ainsi sa position de leader du groupe G avec 9 points devant le Soudan du Sud, 3 points. La Gambie et le Congo comptent également 3 points chacun. Mardi, Maliens et Gambiens vont se retrouver au Maroc pour la manche retour, comptant pour la 4e journée de ces éliminatoires. Suivons les images. Doucement, si Amadou Aïdara, Kamori, Sekou, il va frapper certainement, il va jouer avec Kamori qui marque sa première sélection, sa première titularisation, et ça fait 1 pour le Mali. Il est bourré de talent, il est très influent dans le jeu de Reims cette saison. Voici, vu l'appel de Kamori, peut-être le deuxième but malien, il se joue de l'appel, le contrôle est trop fort penalty. Et penalty. Penalty qui aura le dernier mot, Malouda, et contre-pied parfait. Et voici ce moment de communion qu'il attendait tant après cette match. Adama Traoré Malouda avec le public malien, et il se met en position garde à vous pour remercier le public, pour remercier tout le peuple malien.
Voilà, c'était là le match Aigle et Scorpion au compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Idrissa Oumarou Maïga n'est plus. Le médaille d'or de l'indépendance a servi comme opérateur radio au poste de télécommunication dans plusieurs localités avant 1960. Il a tiré sa révérence ce mercredi 22 mars à Gao, le pionnier dans l'implantation du parti USRDA dans le septentrion malien, notamment à Tessalit vers 1940 et Ménaka de 53 à 63, et aussi pionnier dans la lutte contre les travaux forcés, a été inhumé mercredi dans son village à Tirisoro, qui son âme repose en paix. Amen. Le médaille d'or de l'indépendance. Ce journal est terminé. Merci de votre aimable fidélité. Demain, 20h45, Ibrahima Traoré, je vous souhaite un excellent week-end en compagnie de nos programmes. Continuons à porter le Mali dans nos cœurs. Et un grand merci à nos téléspectateurs de Boni, Tinakola et Acharan. Bonsoir à tous.